Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il n'y aura pas de transition écologique sans le train. Il n'y aura pas de train sans que notre pays le décide. Enfin, de financement fortement accru et garanti sur le long terme. Nous faisons nôtre cette formule de Jean Rottner, président de la région Grand Est. Et il est vrai que le ferroviaire est la colonne vertébrale de la mobilité verte. Tout le monde, sans exception, s'accorde pour dire qu'il faut défendre le transport ferroviaire qui constitue la pierre angulaire de la stratégie du développement des transports des personnes et des marchandises. Dans le cadre du débat de la semaine passée, se rapportant donc à la loi de finances pour 2023, les trois rapporteurs spéciaux de la commission des finances ici et notre collègue rapporteur de la commission aménagement du territoire et développement durable n'ont pas manqué de pointer, je les cite, la trop grande faiblesse des moyens accordés au développement du ferroviaire. Et nous n'avons d'ailleurs pas manqué de voter ici des amendements, et singulièrement un amendement consistant à augmenter la part à consacrer au ferroviaire. Le gouvernement s'est également montré confiant et s'est d'ailleurs engagé à apporter des financements en conséquence, une fois des études complémentaires réalisées pour, je cite, « faire mieux, plus et plus vite ». Fin de citation. Et les déclarations récentes de Monsieur le Président de la République en faveur du développement des TER métropolitains ou RER dans les métropoles de France ne constituent au fond que la confirmation des ambitions qu'il convient de nourrir pour la desserte de nos territoires et de nos villes. Ce développement doit être un développement solidaire, harmonieux et partagé. Nous savons que le mode de transport retenu sera le mode ferroviaire, mais ça ne peut en aucun cas être un type d'aménagement qui opposerait ville et campagne, qui opposerait l'urbain à la ruralité. Il ne faudrait pas que demain nous ayons le rail des villes et de l'autre côté, le rail des champs. Comme le disait en d'autres temps un beau slogan publicitaire, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Là aussi, fin de citation. Pour y parvenir, nous avons besoin de changer de paradigme et de nourrir une grande ambition publique sans laquelle rien ne sera possible. Et nous ne pourrons y arriver sans le soutien de l'État à l'ensemble des autorités organisatrices de mobilité. Et je pointe au passage tout de même les dispositions qui ont été annoncées hier, évidemment auxquelles nous ne sommes pas insensibles. Le ferroviaire, qui est donc le mode de transport écologiquement le plus vertueux, est le seul mode qui paie l'intégralité de ses coûts. Et ce n'est le cas pour aucun autre mode de transport. En ce temps de crise de l'énergie, réaffirmons que le fer est plus résilient que l'aérien et la route, et il serait d'ailleurs légitime de reconnaître les externalités négatives des autres modes quand il s'agit d'aborder le coût réel du ferroviaire. La transition aura aussi une incidence sociale qui peut s'avérer positive, et il faut pour cela que les tarifs du train soient attractifs quand on sait qu'un véhicule individuel avec l'assurance d'entretien et le carburant coûte en moyenne 5 000 € par an aux automobilistes. Le transport ferroviaire n'est pas seulement écologique, il est donc aussi un soutien majeur au pouvoir d'achat des Français, à condition que nous nous en donnions les moyens. Alors, malgré la reprise de la dette, les 35 milliards de la dette de la SNCF Réseau, les fonds de relance vers le fret et les trains de nuit, nous savons qu'il manque au minimum 1 milliard d'euros par an aux gestionnaires d'infrastructures pour envisager un maillage équilibré donc du territoire et offrir une alternative de mobilité à nos concitoyens. Et comme nous raisonnons sur le long terme, il eût été raisonnable de commencer tout de suite. Ce fut d'ailleurs, je le dis au passage, un des amendements que nous avions soumis au débat initial vendredi dernier en séance publique, ici même. Nous savons que notre réseau vieillit, 29 ans de moyenne d'âge contre 17 ans en Allemagne. Accélérons donc la régénération et sa modernisation pour augmenter la sécurité et les fréquences sur des sillons avec une vraie stratégie qui n'est pas aujourd'hui suffisante. Nous ne pourrons
donc pas nous contenter de considérer que c'est en se contentant d'ouvrir cette activité à la concurrence que l'on répondra aux besoins de modernisation du réseau, au développement des territoires et au sauvetage des petites lignes ferroviaires. Du reste, on remarquera que les initiatives locales et solidaires et autres coopératives ferroviaires qui ont émergé dans des territoires qui nourrissent des ambitions de réouverture de certaines lignes se heurtent aussi à des difficultés résultant d'une insuffisance de moyens affectés à la réhabilitation des infrastructures. Il y a donc cet enjeu industriel favorable à l'emploi que nous devons soutenir par la relance et la pérennisation de filières utiles à notre économie. Enfin, pour mesurer les limites du pari d'ouverture à la concurrence, il suffit de se référer à ce qui s'est passé dans le fret ferroviaire pour constater qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour reconnaître que si rien d'exceptionnel n'est fait au plus vite, les objectifs annoncés pour 2030 ne seront pas atteints, ni pour le fret, ni pour le transport des voyageurs. Des petites lignes risquent d'être fermées, des réseaux ne seront pas entretenus. Donc, les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre seront également manqués. Plus près de nous, dans le cadre du débat autour de la loi climat-résilience et dans le cadre d'une mission d'évaluation conduite par le Sénat, des préconisations ont été retenues dans la perspective de la reconquête du transport ferroviaire, qu'il s'agisse du fret ou des voyageurs d'ailleurs. Pour aller dans ce sens, depuis le débat sur le projet de loi modificatif 2022, toutes les composantes politiques du Sénat sont intervenues pour pointer cet objectif. Ce fut encore le cas la semaine passée lors du débat sur la loi de finances pour l'année 2023. La présente PPR nous donne donc l'occasion d'y revenir et l'argument de la reprise de la dette ne doit pas être utilisé pour s'interdire de nouveaux investissements, ni pour s'interdire le nécessaire développement du ferroviaire en France comme en Europe. La résorption de la dette doit maintenant se conjuguer avec le développement du mode ferroviaire et telle est bien l'ambition que se fixe cette PPR. Merci de votre attention. Merci.